il a donc fabriqué du charbon de bois, pour lequel évidemment il a trouvé d'autant plus facilement preneur que, comme il n'y avait pas d'essence à l'époque, les voitures fonctionnaient avec le fameux gazogène. C'est quoi le gazogène? Le gazogène, c'était des espèces de chaudières sous forme de cylindres qu'on voyait d'ailleurs sur les films d'époque, tout le monde a vu ça. Les taxis avaient ces cylindres sur le toit de leur voiture. Les autobus, les camions, c'était des cylindres verticaux dans lesquels ils mettaient la combustion, ils mettaient en combustion le charbon de bois et qui dégageait un gaz qui était explosif et qui pouvait faire fonctionner avec les moteurs à essence. Aussi curieux que ça puisse paraître. Autrement dit, c'était un substitut à l'essence Absolument. Et au fioul. Exactement. Alors, le charbon de bois, c'était pour les véhicules automobiles, et les grumes de bois, sous forme de stères, c'est-à-dire des volumes de 1 mètre cube, des cubes de 1 mètre de bois, qu'ils faisaient avec les branches maîtresses et avec les troncs. Et ils vendaient donc ces stères pour le chauffage des maisons, après l'avoir débité bien sûr, voilà comme quoi il a pu commencer à pouvoir nourrir sa famille et rembourser même son patron pour l'argent qu'il nous avait prêté. Vous avez... Les Italiens étaient les premiers, je crois. Oui, effectivement, mais en réalité, personnellement, je peux presque dire que les Italiens, je ne les ai pas vus passer. Pour deux raisons, sans doute mon âge à l'époque. Les Italiens sont arrivés les premiers après la signature de l'armistice, je pense, avec Pétain. Et dans le cadre de la convention de collaboration signée par Pétain avec les nazis, les Allemands étant les associés des Italiens, ou les Italiens étant les associés des Allemands, les Allemands ont demandé aux Italiens de venir dans la zone qui était en principe une zone libre. Mais alors là, ils sont venus en voisin. En plus de ça, la relation entre les Alpes-Maritimes et les Italiens, étant donné qu'en plus de ça, Nice avait été italien jusqu'en 1860. Jamais italien. Nice, Savoie, d'accord. Okay. Mais enfin, langue italienne. Oui. Italianophone. Bon, donc ils sont arrivés et oui, absolument. Et avant, ce qui les a intéressés surtout, c'était les Vensoises et les parfumeries vensoises, où ils venaient prendre des parfums soit pour leurs femmes restées en Italie, soit pour leurs amies vensoises qui voulaient bien se convertir. Ce sont de vrais guerriers dont vous parlez là. Alors c'était les vrais guerriers italiens, c'est-à-dire les chasseurs alpins, avec la fameuse plume au chapeau, donc je pourrais dire les troupes d'élite finalement. Mais là, qui fréquentaient les parfumeries. Voilà, bon, avec un certain élitisme également. C'était le jeu de pilou. Alors le pilou, pour ceux qui ne l'ont pas connu, qui ne savent pas ce que c'est, à l'époque, les pièces de monnaie de l'époque étaient en francs, d'anciens francs bien sûr. Il y avait des pièces en nickel, je crois, un mélange de bronze et je ne sais pas quel autre matériau exactement. Elles avaient un trou au centre. Alors le pilou, ça consistait à prendre cette pièce percée, à y introduire une feuille de papier hygiénique en général, qu'on tressait en pointe, on enfilait la pointe à travers le trou, qu'on élargissait à l'arrière, et le pilou était une sorte de volant en somme, comme les volants de plumes de badminton aujourd'hui. Le jeu consistait soit à jongler tout seul, un peu comme aujourd'hui les footballeurs pour améliorer leur technique, soit de se renvoyer. Alors ça pouvait se jouer tout seul, à deux, chacun recevant l'envoi du pilou et renvoyant à l'autre. Et par équipe chaque fois.
l'équipe gagnante étant celle qui avait pu faire le plus grand nombre d'échanges avant que le pilou tombe par terre sans pouvoir être rattrapé par l'adversaire. Et on pouvait aussi agrandir en jouant à 4, en tournant sur un quadrilatère en quelque sorte, avec éventuellement aussi un joueur au centre. Enfin, bref, il y avait différentes variantes. Quelle complexité. Voilà le bijou. Le ballet.